Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 février 2026 et notre cher ami et frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Veuillez cliquer sur le bouton J'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes et suivez Andrei sur son site web. Il se trouve juste sous son nom. Vous pouvez voir smoothiex12.blogspot.com ainsi que sur sa chaîne YouTube du même nom, Smoothie. Et Andrei, permettez-moi de commencer par la phase actuelle du conflit entre l'Iran et les États-Unis. Des négociations ont eu lieu entre les deux parties et différents types de rhétorique en sont ressortis. Un camp positif, l'autre négatif. Axios a rapporté que Steve Whitcomb ainsi que Kushner se disent quelque peu déçus par ce qui s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères d'Oman affirme qu'il y a eu d'énormes progrès. Je ne sais pas sur quoi nous pouvons vraiment nous appuyer pour comprendre ce qui s'est passé. Mais je pense que ce qui est réel, c'est ce qui se déroule dans la région, en Asie occidentale. Que fait Donald Trump en Asie occidentale? Quels sont les signes que vous observez actuellement, compte tenu du renforcement militaire dans cette zone? J'en ai parlé hier. On est de retour? Ouais, tu es de retour. Tu es de retour, Andrei. D'accord. Donc elle a fait un extrait remarquable de sa vidéo où elle parle du fait que Trump a ce téléphone à côté de lui et que ses donateurs de l'AIPAC et israéliens l'appellent sans arrêt en lui disant « fais-le ». Il répond « oui, je vais le faire, vous savez, envoyez juste la force ». Et ils le font chanter, évidemment, parce qu'ils le tiennent constamment en laisse. Et encore une fois, il y a les dossiers Epstein et toutes sortes de choses de ce genre. Donc, il ne veut pas attaquer l'Iran, malgré le fait qu'il déteste évidemment l'Iran. Je veux dire, il déteste le régime, il déteste tout ça. Mais il n'est pas très versé en relations internationales, pour le dire gentiment. Et il est constamment victime de chantage de la part d'Israël et des partisans d'Israël avant tout aux États-Unis. Mais quand vous avez le général Kane, le président des chefs d'état-major interarmés, qui lui dit qu'il n'y a aucune garantie de succès, nous savons qu'il n'y a pas assez de force. Vraiment. Pas assez de force nécessaire. Il faut en avoir plus. Et quand le Times of Israel affirme que les États-Unis peuvent probablement soutenir les opérations pendant, disons, une semaine, après cela ce sera fini parce qu'ils n'auront plus de munitions, eh bien, que puis-je dire? Ils ont probablement raison. De toute évidence, Israël panique. Mais les États-Unis aujourd'hui, je ne me souviens plus de qui, au plus haut niveau cela vient, ont dit que c'est bien si Israël attaque en premier. Donc nous verrons bien. Qu'est-ce que tu veux dire, Andrei? Comment cela pourrait-il changer toute la réalité de la guerre si cela se produisait? Parce qu'une attaque d'Israël ne change pas grand-chose. Non, rien. Je veux dire, Israël est un poids-plume sur le plan militaire. Ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose, tu sais, mais ils font semblant d'être puissants. Ils ne le sont pas. Le point ici, c'est que lorsque le chef d'état-major interarmé, eh bien, on peut dire ce qu'on veut du niveau de la planification opérationnelle américaine, qui n'est pas bonne, pas de premier ordre, pour le dire gentiment. Mais quand il s'exprime et que nous avons ces déclarations officielles dans la presse, et que nous savons qu'il s'agit des médias traditionnels, même eux en parlent, et qu'il dit qu'il n'y a aucune garantie. Je vais traduire ça en langage humain normal. Il a probablement dit quelque chose de bien plus strict, et tu sais, de plus dur à M. Trump, que nous allons sortir de tout ça passablement amochés. Trump ne peut pas se permettre que les États-Unis subissent la moindre perte humaine. Les États-Unis sont extrêmement sensibles à leurs propres pertes. Quiconque prétend le contraire, eh bien, c'est ce que montre l'histoire des États-Unis.
Le pays reste encore marqué, pour ainsi dire, notamment son armée, par la guerre du Vietnam. Quand on regarde l'ampleur d'autres conflits, comme les opérations militaires spéciales, ils ont perdu 56 000 soldats tués au combat. Ce n'est rien comparé à ce que, vous savez, l'Ukraine perd en moins d'un mois. Et ils l'ont eux-mêmes reconnu, si l'on en croit des articles publiés, rien de moins, que dans la revue Parameters du US Army War College, par des membres du Training and Doctrine Command, des officiers américains qui écrivent sur ces sujets. Si nous menions un combat de ce genre, une opération militaire spéciale par exemple, nos pertes atteindraient l'ampleur de la guerre du Vietnam en moins d'un mois. Voilà. Cela terrifie l'armée américaine, et évidemment Trump aussi. Si par malheur, un navire de la marine américaine était touché, ou si, Dieu nous en garde, des soldats américains venaient à mourir, et que soudain des cercueils drapés de la bannière étoilée rentraient au pays, ce serait la fin de l'administration Trump. Et ce serait une catastrophe pour les élections de mi-mandat. L'opinion publique américaine n'est pas enthousiaste à l'idée de cette éventuelle, disons, non-guerre, comme toujours aux États-Unis. Dans le langage américain, la guerre signifie essentiellement lancer des armes à distance sur quelqu'un qui ne peut pas riposter. L'Iran le peut, c'est là tout le problème. Et quels que soient les jeux politiques, certaines personnes sont insatisfaites de l'Iran, disant que l'Iran aurait déjà dû agir et tout cela. Je comprends. Mais le problème, c'est que Trump comprend au moins une chose. Cela pourrait marquer la fin de son administration. Il pourrait en réalité être destitué si les choses tournent mal. Et la probabilité que cela se passe mal là-bas est extrêmement élevée. Cela inclut le fait que l'Iran déclare vouloir fermer le détroit d'Ormuz, ce qu'il peut faire. Et alors le golfe Persique deviendrait essentiellement une zone de mort, vous voyez. C'est donc une situation très difficile pour Trump, mais il sera probablement poussé à faire quelque chose. On entend déjà ce genre de discours. Oui, une frappe limitée, quelque chose pour montrer à Israël, à ses véritables maîtres. Les États-Unis n'ont pas de souveraineté dans les relations internationales. Ils sont essentiellement le chien de garde d'Israël et exécutent ses ordres. Voilà donc la situation. L'Iran comprend-il cela? Je suis presque sûr que oui. Quoi qu'on puisse dire, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils agissent ou non, cela reste à débattre. Nous ne connaissons pas vraiment les mécanismes. Nous savons que l'Iran parle depuis une position de force. Ça, nous le savons. Mais ce qui se passe à huis clos, je n'en ai aucune idée. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses ici. Parce que du côté iranien, quoi qu'ils disent dans les médias persans, je suis cela, ils affirment qu'il n'existe pas de guerre limitée. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Si c'est la guerre, c'est la guerre. Comment peut-on l'appeler limitée? Exactement. Utiliser une frappe, l'Iran, et c'est tout. Je veux dire, ils perçoivent cela comme une menace pour la sécurité nationale et pour l'existence même de l'État iranien. Et Israël le comprend immédiatement parce que tout le monde sait que tout cela est motivé par l'AIPAC, par cette bande de fanatiques sionistes chrétiens. Appelons-les des sionistes. Il n'y a rien de chrétien chez eux. Et évidemment par Bibi Netanyahou. Et vous savez, ceux qui contrôlent Trump, essentiellement, vous savez, au Congrès. Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis n'ont plus vraiment de Congrès. C'est la Knesset 2.0, avec seulement quelques sénateurs ou membres du Congrès qui ont réellement le courage de s'opposer à Israël. Ils sont très rares. Donc c'est tragique. C'est une tragédie américaine. Mais les États-Unis se sont eux-mêmes conduits dans cette situation, surtout avec Trump, qui est le président le plus sioniste de l'histoire des États-Unis. Ce type sert littéralement Israël, tout simplement. André, voici ce que Tucker Carlson a dit à propos du conflit avec l'Iran. Il sait que la seule raison pour laquelle nous menons cette guerre,
c'est parce que Israël la veut. Ils pensent que c'est leur dernière chance. Cette présidence est la dernière où ils bénéficieront d'un soutien bipartisan sans équivoque. Point final. On ne peut pas éliminer chaque Thomas Massie lors des primaires. Et une véritable armée de gens comme lui finira par arriver car tout le monde voit ce qui se passe. On peut fermer X, on peut couper Internet, on peut faire comme la Grande-Bretagne et arrêter les personnes qui protestent contre Israël. Mais les mentalités ne reviendront pas à ce qu'elles étaient il y a 5 ans. Désolé, et ils le savent. C'est donc leur dernière chance. Ce qui est si étonnant, c'est qu'Israël, qui agit du moins selon ce qu'il perçoit comme son propre intérêt national, est rejoint bien sûr par ses relais aux États-Unis. Mais en réalité, son seul autre allié dans cette affaire, c'est les médias américains, dont le rôle est de vous dire la vérité et de vous informer sur ce qui se passe. De dire « Hey, réveillez-vous, le monde pourrait être en train de changer », et cela va avoir un impact sur vous et votre famille. C'est leur travail. Et au lieu de cela, ils vous ont bercé d'illusions avec la même série de mensonges transparents et de propagande. Oui, je pense que son argument est que les médias, étant le seul allié d'Israël en ce moment précis, poussent d'une certaine manière les États-Unis vers une nouvelle catastrophe, une autre guerre sans fin. Les médias américains, les médias traditionnels américains, sont une bande de prostituées, littéralement. Je veux dire, ils se vendent, ils trahiraient même leur famille. Ils n'ont aucun honneur. Ce sont tous soit des créatures de l'AIPAC, soit, vous savez, issus de la communauté juive, surtout les baby-boomers, qui sont des partisans fanatiques d'Israël. Donc ils n'ont aucun honneur, aucune humanité en eux. Ces gens sont méprisables. Et j'ai dit à plusieurs reprises que, surtout les anglo-saxons, mais aussi les médias européens traditionnels, comme on les appelle, sont des criminels de guerre. Ce n'est que de la propagande pure. Beaucoup d'entre eux devraient être derrière les barreaux pour les crimes de guerre auxquels ils ont contribué. Surtout quand on regarde Israël. Et aussi l'Ukraine et tous les autres endroits également. Ce sont des créatures méprisables. Hunter Thompson les a très bien décrites dans Las Vegas Parano. Tu sais, quand il a essentiellement exprimé ce que sont vraiment la presse ou les médias. Donc, je ne vais pas utiliser son terme, mais tu peux le chercher. C'est ce qu'ils sont. Ce sont les promoteurs de ces programmes biologiques, de politique étrangère, culturels et sociaux méprisables, qui relèvent essentiellement de la pure folie. Et peu importe si tu regardes CNN, qui est le générateur de fausses nouvelles, Fox News, ce sont aussi une bande de, tu sais, types pro-israéliens, qui, eh bien, oui, appartiennent à des gens dont la loyauté va à Israël. Point final. Encore une fois, regardez ces groupes comme les Chrétiens unis pour Israël ou l'AIPAC, Hollywood. Ils couvrent des pédophiles, des réseaux de pédophilie. Beaucoup d'entre eux sont probablement eux-mêmes des pédophiles. Donc on a affaire à une sorte de culte satanique en somme. Et Tucker a raison de dire que les Américains, les gens ordinaires, beaucoup d'entre eux ont compris le message. C'est pourquoi plus de 70% sont contre cette guerre aux États-Unis. Et Trump ne peut pas non plus ignorer la situation. Mais Tucker a raison en disant que Trump a probablement été le dernier président pro-israélien. Et encore une fois, avec Trump, on a un homme qui sert les intérêts d'Israël. Il ne sert pas les intérêts des États-Unis. Toute cette rhétorique stupide, toute cette hyperbole, grandiose, brillante, tu vois, il gagne tellement. Et pourtant, nous avons une situation où le pays est littéralement au bord du gouffre. Même quand il fait les bonnes choses, comme essayer d'expulser et d'arrêter ces clandestins, dont beaucoup sont impliqués dans des activités criminelles, surtout quand on regarde le Minnesota, avec les cinglés au pouvoir là-bas, il n'arrive toujours pas à le faire correctement. Il n'arrive à rien faire correctement.
Et en conséquence, la seule chose qui lui reste, c'est sa rhétorique. Il s'est révélé complètement impuissant. Et son administration est encore une fois un chaos total, rempli de fanboys et de fangirls qui restent simplement autour de lui pour le plaisir de ressentir le pouvoir et des choses de ce genre. Mais, bien sûr, il sait aussi qu'il est victime de chantage. C'est à peu près un fait connu qu'on lui a probablement dit que la prochaine série de dossiers Epstein sortirait s'il ne faisait pas cela. Et étant donné que tout le monde comprend qu'Epstein était essentiellement un agent du Mossad, on sait que les États-Unis ne sont pas contrôlés par leur propre législature et que la Constitution ne fonctionne plus. C'est, comme je l'ai déjà dit, un pays humilié quotidiennement par Israël. Et à Washington, D.C., ils l'acceptent parce qu'ils n'ont aucun honneur. Ce sont des lâches. Et voilà où nous en sommes. Oui, Andrei, pour la première fois, les États-Unis ont envoyé des F-22 en Israël. Ils affirment que c'est la première fois que ces avions se rendent en Israël et qu'ils n'y ont encore jamais été utilisés. Quelle est l'importance du F-22 et en quoi diffère-t-il des autres avions de chasse déjà envoyés dans la région? Je veux dire, c'est en fait, franchement, un avion obsolète. Cette génération, qui a volé pour la première fois dans les années 2000, est essentiellement dépassée. Oui, il dispose d'une poussée vectorielle, mais celle-ci ne fonctionne que vers le haut et vers le bas. C'est la seule chose sur le plan vertical. C'est tout ce qu'ils ont. Ils ne possèdent pas d'IRST, de système de recherche et de poursuite infrarouge dans ses premières versions, ce qui est essentiel dans la guerre interarmes moderne. Et toute évidence, il n'est pas centré sur le réseau, à moins qu'il n'ait essayé de nous rendier. Donc en matière de capteurs et d'électronique, on est loin du F-35. Mais le F-35 vole à peine, tu sais. Donc quand on regarde ça, oui, ils envoient tous ces engins furtifs là-bas, mais ça n'a pas d'importance. Et c'est l'autre point qu'il faut énoncer très clairement. Trump est aussi confronté à une situation où, Dieu nous en garde, si tout cela commence et que les Iraniens abattent un appareil à forte valeur symbolique comme un F-22 ou un F-35, puis exhibent un pilote devant les caméras, ce serait une catastrophe pour Trump. D'accord. Mais encore une fois, le seuil de tolérance à la douleur des Américains est extrêmement bas. Il y a beaucoup de rhétorique belliqueuse venant de tous ces commentateurs vendus de Washington, D.C. Mais en réalité, il n'en faut pas beaucoup. Si l'on considère l'état des États-Unis aujourd'hui, et après ce que le public américain a traversé, évidemment la situation après le 11 septembre, quand on leur a essentiellement vendu la panacée de l'Irak, du terrorisme et tout le reste, on observe une nation qui, traverse en quelque sorte une crise de nerfs en ce moment. Et cela doit être compris correctement. On peut dire qu'à ce stade, les médias alternatifs ont battu Trump. Les médias traditionnels, beaucoup de gens, je veux dire, surtout les baby-boomers, pas tous, mais vous voyez, restent encore attachés à cette idéologie, CNN ou ABC, peu importe. Mais les jeunes sont déjà différents, et les personnes, disons, de la fin de la génération des baby-boomers comme moi, vous savez, et d'autres cherchent ailleurs leurs informations. Ils cherchent ailleurs leur éclairage, si l'on veut, et les choses changent radicalement. Andrei, l'une des raisons, selon vous, pour lesquelles le général Kane a déclaré que la guerre pourrait s'éterniser est que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que les États-Unis sont confrontés à un pays capable, grâce à ses systèmes de défense aérienne, d'abattre des avions de chasse. Cela pourrait représenter un immense défi pour l'US Air Force.
Dans quelle mesure sont-ils préparés et comment perçoivent-ils leur propre armée en ce moment? En sont-ils capables? Parce que vous savez, il faut prendre en compte la situation actuelle de l'armée américaine. Comment se voient-ils? Ont-ils confiance en leurs décisions si les États-Unis décident d'attaquer l'Iran? No, no. United States is Les États-Unis sont absolument incapables de mener une opération de guerre combinée de grande envergure sur le continent. Point final. Ils n'en ont tout simplement pas les moyens, à moins d'entrer en mode de mobilisation totale, ce qui provoquerait une révolution ici, comme vous pouvez l'imaginer. Et ils n'ont pas non plus la capacité industrielle pour soutenir une telle entreprise. Donc, en somme, on arrive à la ligne de front, appelons-la ainsi, dans la région avec l'Iran. Et là-bas, ils ne sont pas idiots, vous savez, dans les départements de planification opérationnelle. Il y a beaucoup de gens compétents dans ces services aux États-Unis, surtout après qu'ils ont tiré quelques leçons de l'opération militaire spéciale. Et ils commencent à faire leur compte. Qu'est-ce qu'ils ont? Environ 3000 clamps, bloc 5, bloc 4. D'accord, vous allez en manquer très vite. Qu'est-ce qu'il reste? Il faut faire entrer vos avions. Bien sûr, ils ont quelques JASM, mais il faut les faire pénétrer dans l'espace aérien iranien. Et encore une fois, on parle d'une guerre aérienne. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. Tant qu'il n'y a pas de troupes au sol et que la zone n'est pas sécurisée, tout cela, c'est, vous savez, du jeu d'enfant. Il faut exposer votre armée au danger. Les États-Unis n'ont pas la capacité de soutenir une telle opération. Point final. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite ce qui est implicite et dans certains cas explicitement affirmé par des personnes issues du commandement de la formation et de la doctrine. Les États-Unis ne peuvent pas supporter un tel niveau de perte. Point final. Donc, ils peuvent envoyer une sorte de force spéciale, l'équipe SEAL 6 ou peu importe. D'accord, oui, ils peuvent tuer quelques généraux ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire à moins d'avoir des troupes au sol et de mener réellement des opérations interarmes. Ou, comme ils aiment tant l'appeler, oh là là, pour une raison quelconque, l'armée américaine pense qu'elle est une experte absolue des opérations conjointes. Ce n'est pas le cas. Absolument pas. Et maintenant, nous nous retrouvons essentiellement avec cette situation, évidemment, des problèmes de plomberie sur le porte-avions Gerald Ford. Nous avons des problèmes avec on ne sait quoi. Nous ne savons pas. Les États-Unis sont presque, oui, très israéliens dans leur manière de se projeter. C'est comme une attitude constante, tu vois, à se taper sur la poitrine. Nous sommes les meilleurs. Et ensuite, ils ne parviennent pas à gagner les guerres. Et c'est bien là le problème. Alors, que peuvent-ils faire? Ils peuvent y aller et lancer tout ce qu'ils ont contre un pays gigantesque de presque 1,7 million de kilomètres carrés, avec une population de 92 millions d'habitants. Mais je vais te donner un exemple. Vers le 60e jour de bombardement, à peu près, le viol collectif de la Yougoslavie par l'ensemble de l'OTAN, les États-Unis avaient presque épuisé leurs missiles Tomahawk. Et la Serbie est un pays de 6,2 millions d'habitants et de 88 000 kilomètres carrés. Voilà. Débrouillez-vous pour comprendre ce qui va se passer. Ils regardent ce vaste pays qui, comme vous l'avez justement dit, et comme nous le disons toujours, va riposter. Il va riposter. Et s'ils pensent qu'ils peuvent, vous savez, rester en Jordanie, protégés par des patriotes, et se croire en sécurité, oui, mauvaise nouvelle pour eux à ce sujet. L'Iran en a aussi les moyens. Et nous ne savons même pas ce qu'il possède aujourd'hui. De toute évidence, l'Iran est capable, comme cela a été prouvé la dernière fois contre Israël, de tirs combinés, drones, missiles de croisière, missiles balistiques et autres engins de ce type. Depuis, ils en ont probablement construit davantage. Donc je pense qu'ils sont prêts. Nous verrons bien.
La dernière guerre, la guerre de 12 jours en juin 2025, a épuisé environ 25% de l'ensemble de leur stock de fat. Yeah, in a week. Environ une semaine, en gros. À quelle vitesse peuvent-ils remplacer ces 25%? Ils produisent quelque chose comme You can count them, by the, well, almost literally. Tu peux les compter, tu sais, presque littéralement sur les doigts d'une main. Donc c'est juste, ouais. Et tu as quoi? Un missile à plusieurs millions de dollars? Seigneur, oui. Je ne sais pas. J'ai écrit 4 livres à ce sujet, d'accord? Ils peuvent dépenser 2000 milliards de dollars. Et ça ne les rapprochera toujours pas de ce dont ils ont besoin parce que les États-Unis n'ont jamais eu cette capacité au départ. Ils ont procédé à une expansion des forces, surtout dans les années 1980 et 1990, quand ils avaient cette idée que d'une manière ou d'une autre, l'Union soviétique allait attaquer l'Europe et tout ça. Mais en réalité, ils n'ont jamais eu cette capacité, vraiment, depuis les années 1970. Si tu regardes attentivement l'histoire, même celle de la guerre du Vietnam, l'abandon de l'étalon or n'était pas seulement dû à des raisons financières ou quoi que ce soit d'autre. Was not just because for some, whatever the reasons, financial. United States couldn't already afford at that time the war in. Les États-Unis ne pouvaient déjà pas vraiment se permettre la guerre du Vietnam à l'époque. Ils ont dû adopter un autre type de financement pour la mener. Mais au moins, à cette époque, les États-Unis étaient une superpuissance industrielle. Vous savez, ils avaient beaucoup d'atouts. Et la technologie à l'époque n'était ni aussi complexe ni aussi coûteuse qu'aujourd'hui. On pouvait construire un Skyhawk assez rapidement, relativement rapidement, et remplacer les avions abattus. Aujourd'hui, bien sûr, ils peuvent construire tout ce qu'ils veulent, comme le F-35. C'est une machine à plus de 100 millions qui peut tirer ou lancer quelque chose, mais une grande partie de cet argent part dans la communication, la capitalisation, les actionnaires, les dividendes et ce genre de choses. Et par conséquent, vous avez vu ce qui s'est passé pendant l'opération militaire spéciale avec tous ces obus d'artillerie. Oh, nous n'avons pas la capacité de le faire. Oui, en effet. Ils ont essayé de la reconstruire, mais cela ne les a pas menés bien loin. Et ce n'est pas tout. Les chars, les États-Unis n'en produisent plus, vous savez. Et ceux qu'ils ont encore, les Abrams, vous les avez vus se faire littéralement anéantir en Ukraine. C'est donc toute une autre histoire qui nous ramène exactement aux questions sur lesquelles j'écris sans relâche depuis 2 décennies. Les opérations, la planification opérationnelle, la théorie de la recherche opérationnelle. Comment on utilise les modèles pour planifier cela et pourquoi ils se sont trompés dans leurs calculs à un niveau historique. Ils se sont trompés de la même manière que les nazis à propos de la Russie, par exemple. Ils ne peuvent pas produire plus que la Russie. La Russie les surpasse en production. En ce qui concerne les armes intelligentes, les armes de haute précision, la Russie produit 10 fois plus que l'OTAN et les États-Unis réunis. Cela signifie au moins 10 fois plus. Et c'est ce qu'ils n'ont pas compris à propos de la guerre. Comme l'a dit un général américain, je ne me souviens plus lequel. Mais à cette époque, ils avaient encore quelques généraux très intelligents, vous savez, qui ont dit que la pire chose qui aurait pu nous arriver, c'était cette victoire facile dans le Golfe Persique. C'est exactement ça. Cela les a convaincus qu'ils étaient bons. Ils sont bons, mais pas à ce point, tu vois. Donc en conséquence, nous nous retrouvons dans cette situation. Nos stocks sont épuisés et nous n'avons pas vraiment la capacité de nous réapprovisionner. Et la question cruciale vient d'abord. Les États-Unis ne savent pas comment revenir en arrière. Ils ont participé à ce qu'ils appelaient des opérations, mais ils n'ont jamais combattu contre des gens qui ripostent vraiment. Et par conséquent, il n'y aura pas de troupes, sauf peut-être quelques interventions de forces spéciales. Et si tu n'as pas de soldats sur le terrain, la seule chose que tu peux faire, c'est bombarder. C'est la seule chose qu'ils savent faire.
Mais encore une fois, sur quel modèle compte-t-il? What are the models there to which they count, models are adjusted on the run as you fight. Les modèles sont ajustés en temps réel, pendant le combat, comme le font les Russes. Leurs modèles informatiques sont mis à jour presque quotidiennement, donc ils changent constamment les paramètres. C'est des mathématiques très complexes. Mais aujourd'hui, que puis-je dire? Les Iraniens sont de bons mathématiciens, ils savent compter. Et que puis-je dire? Nous sommes dans une impasse pour le moment, et espérons que cela se résoudra de lui-même. Mais Trump, évidemment, s'il retire les troupes, pourra déclarer « Oh oui, vous voyez, j'ai gagné. Je leur ai montré notre puissance et ils ont accepté quelque chose. » C'est probablement ce qu'il fera. Mais le reste du monde prend note, donc tout le monde sait ce qui se passe. André, la situation de l'armée américaine est stratégiquement, comme tu l'as mentionné, liée aux opérations conjointes et à une certaine forme de planification avant l'attaque. Le problème dont tu parles vient-il de ces guerres, de ces fausses, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment les appeler fausses, mais de ces guerres au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan? Elles ont d'une certaine manière transformé toute l'armée. Le complexe militaro-industriel a été influencé. Tu sais, le complexe militaro-industriel des États-Unis a été affecté par les conséquences de ces guerres, qui n'étaient pas de vraies guerres, mais plutôt une sorte d'opération. Oui, je cite constamment, depuis 1994, le chef du département de stratégie de l'Académie de l'État-major général de Russie, le lieutenant-général Kolokotov. Je ne saurais trop insister sur le fait que les États-Unis n'ont rien de comparable en matière de formation à l'Académie de l'État-major général, malgré ce que tout le monde dit. Oh oui, nous avons Leavenworth, Kansas, le collège de l'État-major et du commandement. Ce n'est même pas du tout du même ordre, car c'est un système complètement différent. Sur le plan académique, l'enseignement militaire américain ne se situe même pas à un niveau réaliste. Mais il avait déjà déclaré à l'époque qu'on ne pouvait pas utiliser la guerre du Golfe comme exemple ou référence pour juger quoi que ce soit. Il a qualifié cela d'anomalie, ce que c'est. Mais cette anomalie, cette référence, a influencé la pensée de personnes au Pentagone qui, manifestement pour commencer, ne connaissent pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Aucun d'entre eux ne la connaît. Ils vivent dans un univers parallèle. Et évidemment, les livres, surtout les célèbres, comme ceux de David Glantz et Jonathan House, ils ne les ont pas lus. Et s'ils l'ont fait, ils les ont simplement feuilletés. Ils ne comprennent pas. Ils croient vraiment qu'ils ont vaincu Hitler. D'accord? C'est toujours la même histoire. Et par conséquent, après ce que nous avons vu pendant la soi-disant contre-offensive, ils ne comprennent pas à quel point les Russes ont été choqués. Non, je veux dire, ils étaient choqués, non pas à cause de la puissance de cette offensive. Ils étaient choqués parce qu'ils n'arrivaient pas à croire que leurs homologues américains pouvaient être aussi stupides, planifier cette absurdité, comme ils l'appellent. Ils n'ont même pas réussi à franchir la zone de sécurité. Ils ont tué 200 000 soldats ukrainiens, détruit complètement tout ce qu'ils pouvaient rassembler à ce moment-là. Toutes les meilleures défenses aériennes, tous les meilleurs chars blindés, et ainsi de suite. Et la seule chose qu'ils connaissent, c'est « Oh, Airland Battle ». Qu'est-ce qu'Airland Battle? Oh oui, on vole, on vainc la puissante armée de l'air afghane. Je suis ironique, bien sûr. Alors, la puissante défense aérienne afghane ou la force aérienne irakienne qui s'enfuit simplement. Ah oui, regardez comme nous sommes bons. Je veux dire, avez-vous vu récemment les données sur les applications tactiques et stratégiques de la guerre aérienne, surtout avec les missiles à longue portée? Oui, dans l'opération militaire spéciale? Non, ils n'apprennent que ce qui leur plaît. D'ailleurs, ils vont à Kiev, et ces types des forces armées ukrainiennes leur vendent des quantités énormes de foutaises.
et ils y croient. Ils intègrent ces données dans leur modèle. Oh, regardez ça, les Russes ne savent pas se battre. Oui. Et puis ils commencent à regarder la réalité et à dire « Oh bon sang, que se passe-t-il là-bas? L'Ukraine est censée gagner. » Aujourd'hui, il y a un article dans Foreign Affairs. Et qu'est-ce que Foreign Affairs? C'est le Council on Foreign Relations, le principal groupe de réflexion qui oriente la politique étrangère américaine. La plupart d'entre eux sont des incompétents, des gens qui ne comprennent rien à la guerre. Mais même aujourd'hui, ils publient cet article phare. L'Ukraine est en train de perdre. Elle doit négocier et céder le territoire. Eh bien, voyons, elle ne perd pas. Elle a perdu et la guerre n'est pas avec l'Ukraine. D'accord, stop. La seule chose qu'ils savent faire, c'est manipuler. Et c'est pour cela que les Russes rient ouvertement. Ils se moquent des généraux américains parce qu'ils sont tellement peu professionnels. Ils ne comprennent pas ce qu'est la véritable guerre. Et encore une fois, ce manuel de campagne 3.0, c'est le manuel des opérations. On peut le jeter. C'est une ordure inutile, car on ne peut pas s'en servir dans une vraie guerre. On se ferait tuer. Même des officiers ukrainiens leur ont dit « Si nous utilisons vos tactiques, nous allons nous faire tuer. » Ils ont donc dû, à l'époque, revenir à ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Les manuels soviétiques. Vous vous rendez compte? Des manuels de campagne soviétiques, parce que cela leur donnait au moins une chance de se battre et de survivre. Alors, est-ce que ces gens apprendront? Certains oui. Mais ceux qui le feront devront venir dire des choses vraiment désagréables à ces gens qui vivent dans cet univers parallèle où ils se croient formidables. Ils ne le sont pas. Ils n'ont pas les connaissances académiques nécessaires pour comprendre cela, et ils ne connaissent tout simplement pas l'histoire militaire du XXe siècle. Ils ne l'étudient pas. Et donc, en conséquence, voilà où nous en sommes. Et encore une fois, j'espère que cela se dissipera de lui-même. Trump comprend probablement que c'est une continuation de sa vie politique, et peut-être même de sa liberté, qu'il doit dire « Oh oui, vous voyez, nous avons négocié quelque chose, réglé. C'est parce que nous sommes si puissants. Nous avons juste, vous savez, effrayé les Iraniens. » C'est ce qu'ils font. C'est de la communication. Andrei, voici ce que Vitkov a dit à propos de l'Ukraine, du conflit là-bas et de la manière dont il négocie à ce sujet. C'est assez révélateur, la façon dont il en parle. Nous nous considérons comme un médiateur. Nous ne nous voyons pas comme un protagoniste dans ce conflit. Jamais nous ne sommes allés voir les Ukrainiens, leur direction, pour tenter d'imposer une vision que nous attendrions de l'Ukraine qu'elle suive. Nous avons écouté attentivement la direction de l'Ukraine, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, où il existe un espace politique pour une solution, comment nous pourrions envisager la question du territoire ou non. Peut-être que ça ne pourra jamais se produire, et c'est très bien ainsi. Comprenons-le et nous aborderons les solutions sous un autre angle. Tu sais, Andrei, tout ce qu'il a dit est d'une certaine manière faux et délirant. Parce que c'est délirant, oui. Les États-Unis sont un protagoniste. C'est un co-belligérant, une partie prenante à la guerre contre la Russie. Il continue de fournir à l'Ukraine toutes sortes de pièces détachées, ainsi qu'un soutien ISR, de reconnaissance et de renseignement 24h24 et 7h7 pour le ciblage contre les Russes, tu vois. Donc c'est comme, mec, qui essaie-tu de tromper? Il essaie de tromper. C'est en gros l'idée de Trump. Il croit qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, s'en sortir en tant que médiateur. Et les Russes lui ont expliqué, d'accord, voici Anchorage. Peu importe ce qui a été dit à Anchorage. Mais à Anchorage, il y avait apparemment une compréhension générale selon laquelle, pour les oblasts, qui sont désormais des oblasts russes par la Constitution, ils peuvent aller se faire voir. Et ensuite, quoi qu'ils fassent en matière d'élection là-bas,
Tout le monde sait que ce sera le chaos. Tu sais, c'est déjà en train de se produire là-bas. Et donc, cette insistance, c'est là le cœur du problème, si vous voulez. Que les États-Unis soient en quelque sorte un arbitre. Non. Les États-Unis font partie du camp perdant, tout simplement. C'était une guerre menée par les États-Unis et l'Occident réunis qui a été vaincu et désindustrialisé. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent pas vraiment reconstituer leur stock, car tant de matériel a été envoyé en Ukraine. Sans parler du fait que l'Europe a été pratiquement désindustrialisée. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'ai montré un autre char polonais, PT-91. Tous ces blindés, si vous regardez attentivement la vue d'ensemble de cette immense ligne de front, estimée entre 1200 et 1500 km, c'est essentiellement un champ de carcasses de blindés, des blindés ukrainiens partout. C'est incroyable. Je veux dire, c'est une image cataclysmique et je montre constamment à mon public, voici le point fort de l'armée ukrainienne et vous pouvez le voir par vous-même. C'est un paysage lunaire, plein de cratères d'artillerie. Les gens n'arrivent tout simplement pas à y croire quand on leur dit « Bonjour, il y a déjà plus de 2 millions de morts au combat ». Et maintenant, la BBC rapporte qu'ils payent essentiellement pour faire congeler leur sperme. Eh bien oui, ils l'admettent maintenant. Une catastrophe démographique. En gros, la population masculine de l'Ukraine est soit tuée, soit dispersée à travers l'Occident, l'Europe, partout où on les accueille, et ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. C'est pourquoi je ne cesse de le répéter. Autant je déteste le régime de Kiev, et autant je n'ai aucun respect pour l'armée ukrainienne, sauf pour leur entêtement. Ils ont commis tant d'atrocités contre le peuple russe. Mais je peux te dire une chose, c'est un crime de guerre. Ils ont jeté 2 millions de vies dans le hachoir. C'est un suicide par procuration. Et bien sûr, on peut facilement multiplier ce chiffre par 2. Disons qu'on parle probablement de 3 millions d'autres personnes mutilées, complètement incapables, mentalement détruites. Le stress post-traumatique n'est qu'un des problèmes là-dedans. Certains ont complètement perdu la tête, tu sais. Et donc oui, voilà le résultat. Est-ce que quelqu'un va répondre de tout ça? S'agit-il de la plus grande guerre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale? Maintenant, ils ont leur population européenne docile, qui ne se soucie que de son ventre, rien de plus. Vous savez, ils ont été réduits à cette foule romaine, du pain et des jeux, et c'est tout. Il n'y a rien de plus. Seigneur, quand on y pense, et encore une fois, je ne dis pas cela à la légère, c'est l'ampleur incroyable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par l'Occident réuni. Les États-Unis étaient au cœur de tout cela, en particulier l'administration Biden. Et à partir du fameux « Oh Saint-Javelot » de M. Trump, vous savez, nous leur avons tous montré. Oui, bien sûr, c'est un narcissique. Il n'a pas de morale, il ne pense qu'à lui-même. Andrei, pour conclure cette session, nous avons eu le ministre polonais des Affaires étrangères, Sikorski, qui a déclaré que nous devions être prêts pour une guerre comme celle que nos grands-pères ont connue. Il parle du combat entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Lorsqu'il pense de cette manière, penses-tu qu'il parle d'envoyer leurs troupes en Ukraine pour combattre la Russie? Ou veulent-ils organiser une sorte d'opération sous faux drapeau comme ils l'ont déjà fait auparavant? Ils ont essayé de dire que des drones russes frappaient ici, donc il faut attaquer. Il faut riposter. De quoi parle-t-il exactement? Je ne vois pas la Russie attaquer la Pologne. Ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit de ce genre. Sikorski et sa femme, Anne Applebaum, ce sont des russophobes fanatiques, des falsificateurs de l'histoire et en général des minables. Donc c'est un crétin, d'accord? Il est même allé en Afghanistan pour combattre les soviétiques, Sikorski.
C'est évidemment un agent du MI6, puisqu'il a été formé dans cette soi-disant école professionnelle qu'ils appellent Oxford ou peu importe. Ils y ont préparé des imbéciles comme Boris Johnson, Liz Truss et les autres. Et oui, ils détestent les Russes. Ça ne dérangerait pas que les Russes disparaissent dans des camps de concentration ou des choses de ce genre. C'est l'élite polonaise, principalement, vous savez. C'est pourquoi ils détestent les Russes. Contrairement à la population polonaise moyenne, beaucoup d'entre eux sont indifférents. Je veux dire, ils ne détestent pas les Russes. Ils ne les aiment simplement pas. Mais il peut continuer à débiter ces absurdités s'il le souhaite. Encore une fois, l'armée polonaise, vraiment, je ne sais pas de quelle guerre il parle. Il est absolument incompétent sur le plan militaire. Peut-être qu'il parle de la légendaire Armia Krajowa, ou, pardonnez-moi, de l'Armia Ludowa, la véritable armée polonaise qui a combattu aux côtés de l'armée rouge. Beaucoup de gens ne le savent pas. 300 000 Polonais ont combattu aux côtés des deuxièmes armées du front russe, du premier front biélorusse et du premier front ukrainien lors de l'opération pour prendre Berlin. Les Polonais s'y sont battus héroïquement. Ah, mais on ne veut pas se souvenir de ces Polonais-là, parce qu'ils étaient communistes. Ils combattaient avec l'armée rouge, vous savez. Alors leur héroïsme, leur sacrifice ne compte pas. Ce qui compte, ce sont ces forces soutenues par les Britanniques, comme l'armée d'Anders, qui, à part Monte Cassino, ne s'est pas beaucoup illustrée. Mais oui, c'est ce qu'ils font. Ils réécrivent l'histoire. Que puis-je dire? C'est dommage que les Polonais aient choisi cette voie, mais cela ne les mène nulle part. Oui, c'est tellement triste au fait. Merci André. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Avec plaisir. Au revoir.